Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de ce soir, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole est officiellement lancée ce vendredi au Mali. Elle permettra une fois au terme de vacciner plus de 3 millions d'enfants à travers le pays. Les détails, ça sera dès l'entame de ce journal. Le cercle de Massina, comme d'autres localités du centre du pays, reste en proie à l'insécurité. Ces derniers jours, plusieurs villages du cercle se sont vidés de leurs habitants par peur d'attaques terroristes. C'est officiel donc, les terminaux Starlink sont interdits sur toute l'étendue du territoire national. Ce moyen d'accès à Internet est considéré comme une entorse aux règles du marché par les autorités maliennes. Vous en saurez plus dans ce journal. Et voilà donc pour le sommaire. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Santé et du Développement social, a officiellement lancé ce vendredi 22 mars 2024 une semaine de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Pour cette campagne, le gouvernement a débloqué plus de 3 milliards de nos francs pour garantir l'accès à la vaccination pour tous, en particulier les populations les plus vulnérables, afin d'éliminer ces deux maladies dans le pays et de renforcer l'immunité des enfants. La cérémonie était placée sous la présidence du colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le compte-rendu est signé le Lomadibaté, Massaran Mali. Par cette campagne de vaccination, le gouvernement malien veut renforcer les acquis dans la lutte contre la rougeole et la rubéole, deux maladies virales qui peuvent entraîner de graves complications, notamment chez les enfants. En vaccinant un maximum de personnes, en particulier les enfants, il est possible de réduire considérablement la propagation de ces maladies et de limiter les conséquences néfastes. Face à la ressurgence des épidémies de rougeole dans le pays ces derniers temps et l'application de l'une des stratégies d'élimination en vue d'atteindre l'objectif d'élimination de la rougeole d'ici 2030, que la présente campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole est organisée sur toute l'étendue du territoire. Cette campagne, qui se déroulera du 22 au 28 mars 2024, revêt un enjeu majeur car elle doit permettre à chaque district sanitaire du pays d'obtenir au moins 95% de couverture vaccinale anti-rougeoleuse et rubéoleuse après une évaluation post-campagne. L'initiative est soutenue par des partenaires tels que l'Organisation mondiale de la santé, OMS et l'UNICEF, qui fournissent une assistance technique et financière pour la mise en œuvre de la campagne. Partenaires financiers et techniques, réitérons notre engagement à vous accompagner dans la mise en œuvre des interventions à haut impact pour réduire la mortalité maternelle, juvénile et infantile et améliorer la santé en étendant tous les avantages de la vaccination à tous les individus, quelle que soit leur classe sociale, leur identité et leur position géographique d'ici à 2030. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole se déroule dans toutes les régions du Mali. En plus des équipements mobiles, des points de vaccination seront également établis dans les centres de santé et les établissements scolaires. Une occasion pour le ministre Touré d'appeler tous les acteurs à se mobiliser pour la réussite de cette campagne. J'invite les autorités régionales, locales, les leaders religieux et les chefs traditionnels, les enseignants à ne ménager aucun effort pour une plus grande mobilisation de nos enfants concernés afin d'assurer à ceux-ci une meilleure santé. Par ce coup de seringue, le gouvernement lance officiellement la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole pour vacciner plus de 9 millions d'enfants âgés de 9 mois à 14 ans sur toute l'étendue du territoire national. À l'instar des autres pays du monde, les autorités maliennes ont célébré ce jeudi la journée mondiale de l'eau au Centre international de conférence de Bamako. L'objectif est d'attirer l'attention des décideurs nationaux et des autres secteurs sur l'importance de l'eau comme source de paix. Le compte-rendu est signé Amadou Diarra, Mantala Ouattara. Placé sous le thème « L'eau pour la paix », la journée mondiale de l'eau a pour objectif d'attirer l'attention des décideurs nationaux et des autres acteurs du secteur sur l'importance de l'eau comme source de paix.
Présents à cette cérémonie de célébration, la société civile et les partenaires techniques et financiers ont réitéré leurs engagements pour la sécurité de l'eau. La société civile réitère son plaidoyer pour l'augmentation de la part du budget national alloué à l'eau et à l'assainissement à 5%, conformément aux engagements SOA, assainissement et eau pour tous. Demande au gouvernement la concrétisation de ces engagements nationaux et internationaux en matière de protection et promotion des ressources en eau et l'effectivité du droit d'accès à l'eau et à l'assainissement. Grâce à notre approche globale de l'aide au développement, nous avons répondu aux besoins immédiats en renforçant la résilience et en donnant aux communautés les moyens de prospérer face à l'adversité. Aussi, au cours des 10 dernières années, les partenaires techniques et financiers ont contribué à hauteur de plus de 352 milliards de francs CFA d'aide au développement aux besoins humanitaires au Mali. L'accès des populations à l'eau potable est l'une des préoccupations majeures du gouvernement. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture a saisi l'occasion pour rappeler les efforts des autorités de la transition dans le secteur. Au-delà des grands chantiers ouverts par le gouvernement dans le secteur de l'eau, les œuvres sociales du président de la transition ont permis de réaliser des centaines d'adductions d'eau potable dans toutes les régions du Mali. En 2024, l'indicateur d'accès aux services de l'eau potable est de 83,2% en milieu urbain et semi-urbain, de 67,3% en milieu rural, avec une moyenne nationale de 71,9%. La célébration de la Journée mondiale de l'eau a été marquée par la remise du rapport mondial de l'eau pour l'année 2024 au directeur national de l'hydraulique. La visite des stands et un panel sur le thème de la journée, l'eau pour la paix. L'accès à l'eau potable demeure un défi, particulièrement pour la région de Mopti. Et à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, célébrée ce vendredi sous le thème « L'eau pour la santé », la DRH et ses partenaires ont mené un plaidoyer auprès des autorités régionales de Mopti et des partenaires techniques et financiers pour venir en aide aux populations des zones d'insécurité afin de leur faciliter l'accès à l'eau. Moussa Traoré, Soumaïla Aya, correspondance. Face à la crise sécuritaire que connaît la région de Mopti et l'aggravation du changement climatique, plusieurs localités des zones d'insécurité vivent une pénurie ou un accès difficile à l'eau potable, d'où la nécessité de garantir l'accès à l'eau dans ces endroits. Un constat fait par la direction régionale de l'hydraulique est porté à la connaissance des partenaires lors de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Plusieurs raisons sont, on peut dire, bénies par la présence des ressources hydriques abondantes dans la région de Mopti. Mais cela ne signifie pas que nous sommes à l'abri des défis. Au contraire, nous devons redoubler d'efforts pour garantir une gestion durable de nos ressources en eau, en veillant à ce qu'elles soient bénéfiques à tous, sans distinction aucune, car avec la croissance démographique, l'eau deviendra de plus en plus importante dans la lutte contre la pauvreté et la détérioration de l'environnement. La coopération dans le secteur de l'eau peut renforcer la résilience vitale aux phénomènes climatiques extrêmes que fait face le monde entier, et particulièrement la région de Mopti, et aider les populations à atténuer les effets des variabilités climatiques et à s'y adapter. Aussi, la capitalisation des efforts dans la région a permis au sous-secteur eau de relever plusieurs défis. Cela a permis de rehausser les taux d'accès à l'eau potable à environ 60% en 2024. Malgré ces efforts, beaucoup reste à faire, expliquent ainsi les autorités régionales et les partenaires techniques et financiers. Je profite de cette occasion pour réaffirmer l'engagement de l'UNICEF et de tous les partenaires techniques et financiers dans l'effort partagé avec le gouvernement du Mali d'accélérer l'amélioration du cadre de vie des populations du Mali en général et des enfants en particulier. La thématique l'eau pour la paix est très bien adaptée. Nous réformuler la paix pour l'eau et ça sied vraiment au contexte de la région de Mopti qui, nonobstant sa richesse en ressources hydriques, peine à assurer la couverture universitaire, à assurer l'accessibilité de toutes les populations à cette denrée tant cruciale et tant précieuse. Et nous saluons les efforts des uns et des autres, notamment la direction régionale de l'hydraulique, pour
l'assiduité et la promptitude de réaction pour répondre aux besoins des populations avec l'accompagnement des partenaires de la région. La Journée mondiale de l'eau édition 2024 à Mopti a été une occasion de rappeler aux autorités régionales et aux partenaires techniques et financiers la nécessité de leur engagement pour l'amélioration de l'accès à l'eau potable dans la région. La Journée mondiale de l'eau qui est donc célébrée cette année sous le thème « L'eau pour la paix ». Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 20 mars 2024, le gouvernement du Mali annonce qu'il va démanteler et interdire les terminaux Starlink sur toute l'étendue du territoire national. Ce moyen d'accès à l'Internet peut propulser, selon eux, les actions des groupes armés terroristes et constitue une entorse aux règles du marché. Alamakou Diabaté nous en parle. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de la commercialisation incontrôlée et illicite des équipements de transmission et de communication dénommés kits Starlink par certains opérateurs économiques et fournisseurs d'accès Internet. Le kit Starlink est un moyen d'accès à l'Internet par satellite dont la commercialisation et l'installation au niveau des ONG et des particuliers ont été constatés suite à des investigations de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes à Bamako et dans les zones du nord, dont Léré, Gao, Tombouctou, Menanka et Kidal, peut-on lire dans le communiqué du Conseil des ministres. Le communiqué ajoute que face aux attaques terroristes, l'introduction sur le territoire national sans autorisation ainsi que l'utilisation incontrôlée et illicite de cette technologie n'ayant pas fait l'objet d'homologation au Mali peuvent favoriser la prospérité des actions des groupes armés terroristes et constituent une entorse aux règles du marché. Pour cela, le gouvernement assure qu'il prendra les mesures nécessaires pour démanteler et interdire les terminaux Starlink sur toute l'étendue du territoire national, examiner la faisabilité de l'utilisation légale du matériel avec des interlocuteurs officiels et renforcer l'accès des populations à Internet. Des dizaines de villages du cercle de Massina, dans la région de Ségou, ont été vidés de leur population sous la menace des groupes armés terroristes. Courant ce mois, ces malfrats ont détruit plusieurs villages dans le dit cercle. Gabriel Keita. Dans le cercle de Massina, région de Ségou, plus de 30 villages ont été détruits par des hommes armés non identifiés depuis le 7 mars dernier. Au centre du pays, plus précisément dans le cercle de Massina, c'est la peur au ventre chez les populations. Les déplacements des habitants des villages se multiplient à cause des attaques des hommes armés non identifiés. À Saï, une commune du cercle de Massina, des responsables municipaux affirment qu'une dizaine de villages et hameaux ont été vidés de leurs habitants en ce mois de mars. Selon un autre élu local, cette triste réalité est constatée dans une vingtaine de villages des 6 communes que compte le cercle Massina. Les élus communaux alertent les autorités face à la situation qui prévaut dans le cercle de Massina. Ils reconnaissent les efforts déjà consentis par celle-ci, mais souhaitent l'installation d'une base militaire dans la commune de Saro. Gabriel Keita nous revient cette fois-ci avec un compte-rendu que vous allez suivre tout à l'heure sur la 7e session ordinaire du Conseil d'administration du Service national des jeunes SNJ qui s'est tenue ce jeudi à Bamako. Il s'agissait pour les membres du Conseil d'examiner le budget et le plan d'action de l'année 2023 et élaborer un plan de stratégie pour l'année 2024. C'était sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports. Examiner les plans d'action de l'année 2023, examiner le rapport budgétaire de l'année 2023 et élaborer un plan de stratégie pour l'année 2024. Tels étaient entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de la 7e session ordinaire du Conseil d'administration du Service national des jeunes SNJ. Sur les 7 activités inscrites au plan d'action 2023, 5 ont été réalisées, soit un taux d'exécution physique de 71%. Quant à l'exécution financière, je note avec vous que le crédit notifié qui est de 2 550 383 660
a été exécuté à hauteur de 2 417 273 323, soit un taux d'exécution de 94,78%. Cette session ordinaire a été l'occasion pour le président du conseil d'administration d'évoquer les perspectives du SNJ pour 2024. Chers administrateurs, l'année 2024 verra l'entrée en formation physique et civique des enseignants des collectivités, des élèves fonctionnaires de l'ENA, des greffiers en chef, des auditeurs en justice et des reliquats des 3e et 4e cohortes n'ayant pas encore accompli leur service militaire obligatoire. Il me paraît important de vous informer par la même occasion que le département a engagé le processus de relecture des textes du SNJ pour les adapter à l'évolution de ses missions en application des recommandations de notre session de 2022. En outre, il exhorte les administrateurs du service national des jeunes à s'y impliquer pour la mise en œuvre des plans d'action formulés à travers cette session. Je voudrais compter sur chacune et chacun de vous dans vos domaines respectifs de compétences pour que les recommandations et suggestions qui sortiront de cette session ordinaire puissent permettre à faire du service national des jeunes un service de référence par la qualité de ses produits. C'est sur cette note d'espoir et d'optimisme que je déclare ouvert les travaux de la 7e session ordinaire du conseil d'administration du service national des jeunes. Au thème de cette 7e session ordinaire du conseil d'administration du service national des jeunes, plusieurs recommandations ont été faites pour davantage améliorer le service. Vous l'aurez compris, le ministre de la Jeunesse est aussi le président du conseil d'administration du service national des jeunes. Et nous refermons cette édition avec cette triste nouvelle. L'ancien directeur de l'école fondamentale de Banankabuku et ancien maire délégué Cheikh Oumar Keïta est décédé ce mercredi 20 mars à Bamako des suites d'une maladie à l'âge de 81 ans. Le rappel à Dieu de ce grand commis de l'État a été accueilli par ses collaborateurs et amis comme une énorme perte. Il a été accompagné à sa dernière demeure ce jeudi au cimetière de Mayambougou en commune 6 du district de Bamako. Oumar Keïta. Enseignant d'abord, puis directeur d'école et maire délégué, Cheikh Oumar Keïta était une figure emblématique du monde scolaire, politique et social de Banankabuku en particulier et de la commune 6 en général. En effet, né en 1943 à Kita, Cheikh Oumar Keïta était un homme de culture. Enseignant, il a été le premier directeur de l'école de Faladje Banankabuku de 1973 à 1999, date à laquelle il a été admis à la retraite. En plus du monde scolaire, l'homme était d'une popularité transcendante qui lui a valu de se faire élire plusieurs fois conseiller municipal et maire délégué de Faladje Banankabuku de 1992 à 1995. Pédagogue dans l'âme, cet instituteur a exercé son métier avec passion et son engagement auprès de ses élèves était reconnu de tous. Sa perte laissera un grand vide, en témoignent ses anciens collaborateurs, amis et anciens élèves. Je suis mon directeur d'école depuis plus de 20 ans à l'école fondamentale de Banankabuku. Je suis mon directeur d'école. Donc ce que je retiens de Bakadi de faire, il fait un très bon directeur. Un très grand pédagogue, qui s'est très bien occupé de l'école de Banankabuku. Retenez qu'il fut le premier directeur de l'école, celui qui a même créé l'école fondamentale de Banankabuku. J'ai collaboré avec Cheikh en tant que président des parents d'élèves de Banankabuku. Et c'est là pendant une dizaine d'années. Nous avons travaillé franchement. Il n'y a pas eu justement de mauvaises actions entre nous. Nous l'avons toujours vu comme étant un bon travailleur, un bon pédagogue et un bon conseiller pour l'enseignement au Mali. Il a consacré sa vie à l'enseignement avant de venir justement à la municipalité. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un bon collaborateur, il a été. Côté social, Cheikh Oumar Keïta était une référence. Selon les témoignages de ses proches, il s'est toujours battu pour renforcer le tissu social et bâtir un monde de justice sociale et d'équité. On a le cœur attristé, mais c'est la volonté divine. Tout ce que Dieu fait bon.
Donc nous qui sommes après lui, nous ne pouvons que l'accompagner de bénédictions. Il y a pas mal de cadres dans ces pays qui ont été ses élèves. Je retiens de lui un homme généreux, très jovial et dévoué à sa famille. Cet homme a eu beaucoup de problèmes dans la vie, mais il a toujours aidé quand il a pu. Et c'est ce que je retiens de lui. Au côté religieux, je sais qu'il était un bon pratiquant, comme l'ont témoigné les gens de la mosquée tout à l'heure. Pour service rendu à la société, Cheikh Oumar Keïta a été plusieurs fois distingué par les associations et les organisations de la société civile. Il était marié, père de 16 enfants et de plusieurs petits-enfants. Il laisse derrière lui son amour pour l'éducation, son engagement pour sa famille et les fruits de ses innombrables œuvres sociales au profit de sa collectivité. Dors en paix, monsieur le directeur Keïta. Amine Yarabi, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain, même heure, à même chaîne. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.